Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Ce soir, avec notre ami Pierre Levigan, journaliste et essayiste, auteur de 18 livres aux éditions La Balque d'Or, nous avons intitulé notre tour de table Cancel et Woke, les bras armés du fondamentalisme féministe. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gilbert. D'où est venue cette idée de faire cette émission? D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en parle et il y a plusieurs sujets concomitants sur lesquels on peut discuter. C'est la cancel culture, le woke, bien entendu Black Lives Matter pour une autre émission, qui sont apparus en fait avec la campagne anti-Trump, mais qui sont bien des sujets bien plus profonds et qui prédatent la présidentielle de Trump. Ils ont été utilisés par les démocrates dans leur campagne anti-Trump. C'est là que le grand public les a connus, ouais. qu'ils existaient. Mais ça fait des années qu'ils sont sous-jacents. C'est en fait un discours du féminisme militant et fondamentaliste. D'ailleurs, le prétexte aussi pour nous de traiter sur ce sujet, c'est ce qui s'est passé il y a 48 heures. En fait, il y a une certaine actrice qui s'appelle Gina Carano qui vient d'être limogée de Star Wars, de Walt Disney Star Wars. Alors, il se trouve que c'est une actrice donc, qui était une des actrices principales de la série de télévision The Mandalorian, qui a 2 saisons maintenant sous la main, 2 saisons, et qui a eu beaucoup de succès. Alors, elle a le physique du rôle, parce qu'effectivement, cette actrice, à la différence de beaucoup de femmes guerrières dans ces séries télévisées, est vraiment une championne d'arts martiaux. Et elle a fait, pendant 10 ans, elle a été une championne, cyborg, elle s'appelait d'ailleurs, et dans les arts martiaux mixtes. Donc, il se trouve qu'elle était aussi trumpiste. Alors, cette campagne a duré depuis des mois pour la faire, pour l'éjecter de son rôle dans le Mandalorian. Et Cara Dune, c'est son nom comme son caractère dans The Mandalorian. Et cette campagne s'est déroulée sur Twitter. Twitter est devenu l'instrument de la culture woke et cancel que tu vas expliquer à nos auditeurs dans quelques instants. C'est en fait pourquoi elle a été attaquée, tout simplement sous prétexte que dans sa bio, elle s'est définie comme femme. Elle a refusé d'utiliser les définitions de la LGBTQ+, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire elle a refusé de dire qu'elle était, pour utiliser le terme américain, une cis-femme, une cis-femelle. Parce que bien entendu, il y a les trans, il y a les cis. Donc, en refusant d'utiliser ce terme, il y a eu une campagne continue contre elle qui a réussi à l'éjecter, donc à perdre son travail, à être cancelled, à être éliminée, d'où vient le terme banni, quoi. Banni, à cause d'un tweet qu'elle a fait en faisant une équivalence entre le nazisme et les juifs et la haine du juif avec la haine de son opposant politique. Tout simplement, bien entendu, son tweet on l'a sorti de son contexte. Elle a dit très simplement à nos auditeurs qui n'ont pas lu ce tweet que les nazis ont réussi à réprimer les juifs parce qu'ils ont fait en sorte que leurs voisins les haïssent et les dénoncent. Et c'est ce qui se passe exactement maintenant aux États-Unis, c'est quand les voisins qui haïssent leurs opposants politiques, donc il n'y a plus de liberté d'expression, sont en train de le dénoncer. Et d'ailleurs, c'est en fait, en gros, ce qui est la cancel society, la cancel culture. Et donc, elle a été éjectée. Et maintenant, il y a une réaction du public des réseaux sociaux pour ou contre Gina Carano. Alors, ce qui est intéressant à voir, et je m'arrête ici pour l'instant,
c'est que Twitter est devenu, sur les réseaux sociaux, la plateforme du politiquement correct, du féminisme fondamentaliste, de la woke et de la cancel culture. Et sur YouTube, il y a les gens qui défendent ou qui s'opposent ou qui résistent à cette tendance culturelle. C'est assez intéressant de voir comment les plateformes sont en train d'être utilisées par les différents courants culturels ou politiques. Bon, maintenant, je te laisse la parole, maintenant qu'on a introduit un peu le sujet, pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui. Tout à fait. Oui, alors, woke, en fait, ça renvoie tout simplement, une expression américaine qui renvoie à un état d'éveil, un état dans lequel on a l'esprit en alerte, en quelque sorte. Alors, en alerte sur... Tiens, Vas-y, Gilbert. C'est juste pour dire que woke n'est pas un menu chinois ou asiatique. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le menu M5 ou M6. Voilà, et c'est un terme du slang afro-américain. Même si les Afro-Américains n'ont rien à voir avec nécessairement avec ce courant, mais c'est un terme qui est utilisé, utilisé par les Afro-Américains, woke, donc, pour éveil. Voilà. Donc, effectivement, c'est la notion d'être éveillé, d'être hyper vigilant, d'être obsessionnellement vigilant par rapport à tout ce qui peut avoir un rapport avec la protection des minorités. Minorités qui n'en sont pas toujours, puisque dans beaucoup de pays, par exemple, les femmes sont légèrement majoritaires, mais tout ce qui est symboliquement minoritaire. Alors, donc, ça inclut les femmes, ça inclut les handicapés, ça inclut les Noirs dans les pays à majorité blanche, ça inclut les homosexuels qui sont généralement quand même minoritaires par rapport aux hétérosexuels, etc., etc., etc. Je dirais les gays, qui est plus la culture, pas nécessairement l'homosexuel. Tout à fait. Et alors, il y a un état d'éveil de woke particulier dans le cas du cumul des handicaps. Alors, on appelle ça l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand vous êtes à la fois noir, homosexuel et handicapé, etc. Donc, c'est une attitude, en fait. La culture woke, c'est avant tout une attitude. On parle parfois de wide awake, c'est-à-dire complètement éveillé, largement éveillé. Donc, en fait, c'est déjà une attitude mentale obsessionnelle et paranoïaque, consistant à avoir peur de tout ce qui pourrait discriminer. Alors, j'en ai un exemple extrêmement trivial. Il y a quelques années, je sortais du bureau avec quelques collègues et l'un de ceux-ci, un cadre très politiquement correct, il faisait très beau, commence à chantonner « Il y a du soleil et des nanas ». Et alors, tout de suite, il s'excuse. « Excusez-moi, mesdemoiselles », parce que dire « il y a du soleil et des nanas », en quelque sorte, c'est phallique, c'est phallocratique. Donc, on en arrive à cette espèce de folie dans laquelle une phrase d'une totale banalité, on finit par s'en excuser parce que ça pourrait laisser penser qu'on regarde les femmes comme objets sexuels. Donc, c'est vraiment une attitude de paranoïa. Donc, il s'agit d'être complètement éveillé à tout ce qui relèverait de discrimination. Alors, on applique cette culture woke à toutes les questions de justice sociale, mais au fond, ça n'a aucun rapport avec la justice sociale telle qu'elle était conçue par la vieille gauche ou même telle qu'elle est conçue par Bernie Sanders, parce qu'en fait, on dévie tout de suite vers une notion de justice sexuelle, ce qui ne veut rien dire, ou par exemple de justice raciale, comme si la notion de justice raciale pouvait avoir un sens. En fait, il y a des identités raciales, les gens sérieux ne les hiérarchisent pas, considèrent que ce sont tout simplement des différences incommensurables, mais si on commence à introduire une notion de justice raciale, on entre dans quelque chose qui, par définition, n'a pas de solution. Tout ce que disait l'ancienne gauche, c'était par exemple que quelle que soit la couleur de peau, à mérite égal, on devait avoir un salaire égal. Ça, c'est la justice sociale, en quelque sorte. Je dirais que c'est tout simplement dans la continuité de l'esprit des Lumières.
Et si on commence à introduire une notion de justice raciale, on va considérer qu'en soi, quelles que soient les politiques menées par un État, un noir sera discriminé et un blanc sera avantagé, quelles que soient là aussi les politiques menées. C'est-à-dire que non seulement un blanc sera avantagé structurellement, même s'il y a une politique efficace d'égalité des chances, mais ça va même beaucoup plus loin. Un blanc sera finalement coupable. Et de même, un hétérosexuel sera finalement coupable de faire partie de la majorité. Donc, c'est un système très hobbesien qui réinstaure la guerre de tous contre tous. Alors, évidemment, si le capitalisme est devenu très facilement woke, c'est-à-dire éveillé, c'est parce qu'il préfère surfer sur les différences raciales ou sur les différences sexuelles que de voir le peuple aborder réellement les questions de justice, non pas raciale, ce qui ne veut rien dire, mais de justice sociale, ce qui mettrait en cause la domination du capital. Donc c'est pour cela que le capitalisme est très facilement devenu rallié à la culture woke, qui est en fait, qu'on peut définir comme un identitarisme extrême, un racialisme, un féminisme fondamentaliste aussi à l'occasion, et par ailleurs un phénomène de marketing et une forme radicale de politiquement correct. Notons, Pierre, pour les auditeurs les plus jeunes, nous, quand on parle de féminisme, c'est où d'ailleurs le féminisme a réussi son coup de com', c'est qu'effectivement, on ne parle pas de salaire égal entre femmes et hommes. C'est maintenant, pour les plus jeunes, le féminisme se définit comme ça. Nous, on est un peu plus âgés, on se souvient du féminisme militant des années 70 de Gisèle Halimi, par exemple. Voilà, qui théorisait, par exemple, que le poing fermé, le symbole du Parti communiste ou des communismes, ou la moto, étaient des symboles phalliques. Et ce féminisme, en fait, a réussi son coup de com' en se montrant en public comme pour juste l'égalité des salaires entre femmes et hommes, que personne ne conteste. Surtout pas moi. Et qui est d'ailleurs parfaitement appliqué en France, parce que de toute façon, toute différence de salaire en fonction du sexe est interdite par le Code du travail. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Évidemment, quand une femme travaille à temps partiel parce qu'elle a choisi de garder plus de temps pour s'occuper de ses enfants, il est évident qu'elle va gagner un peu moins que son mari qui travaille 5 jours sur 7. Mais ça, ce n'est pas de la discrimination. Ce sont des choix familiaux qui peuvent être tout à fait légitimes. Exact. Et c'est pas moi qui va contester ça quand je sais que ma mère travaillait en 1950 et elle allait en voiture au travail. Donc avant le féminisme militant des années 60. Donc, et ce féminisme fondamentaliste, non seulement il a bien réussi sa com en se présentant à visage humain, disons comme ça, et il s'est caché derrière la communauté gay et LGBT. Et c'est pour cela qu'on parle de fondamentalisme féministe. Et je note en plus que comme maintenant, et surtout après les années 2010, on note ça, comme la technologie, avec les nouveautés technologiques se sont accélérées, surtout la communication via Internet et Facebook et les réseaux sociaux, et comme la culture, pour être franc, de Hollywood est à sens unique, c'est-à-dire c'est les États-Unis vers le reste du monde, ce phénomène woke et cancel s'est accéléré. Et d'ailleurs, maintenant en France, on dit que c'est une campagne contre l'homme blanc, ce qui était vrai il y a quelques années. Mais en fait, le cas de Madame Carano démontre que ce n'est même plus une campagne juste contre l'homme blanc, c'est une campagne contre l'homme tout court, et même les femmes qui ne s'alignent pas à cette culture woke et cancel. Exactement. Alors, il faut dire 2 mots de la culture cancel. La culture cancel, c'est la traduction totalitaire de la culture woke, c'est-à-dire ça consiste à bannir, à éliminer, à exclure du débat toute personne professant des idées considérées comme non politiquement correctes. Alors, ça peut aussi bien être Éric Zemmour qu'Alain Soral, que des tas de gens, infiniment de gens beaucoup moins connus.
ça consiste à dire qu'ils ne sont pas légitimes dans une discussion, en fait. D'ailleurs, pour interrompre, pour montrer, pour expliquer l'image qui est derrière moi, c'est maintenant, comme la culture de Hollywood, comme Hollywood et les bandes dessinées qui définissent la culture des jeunes aux États-Unis sont contrôlées par des militants de la culture woke ou LGBTQ ou cancel ou le féminisme, on voit derrière moi les derniers héros des bandes dessinées américaines. C'est-à-dire, c'est la fille d'une héroïne des années 70 qui était belle, qui est goth, je ne sais pas si on peut dire politiquement correct, grosse, pour utiliser un autre terme. Oui, alors ça tombe sous le coup de la grossophobie. Oui, je tombe sous le coup de Voilà. Mais bon, et elle est grosse, goth, elle n'est pas franchement belle, non. Elle est gay. Et elle ressemble étrangement à la femme, à la dame qui l'a écrite, qui a écrit qui a créé cette bande dessinée. Donc, c'est une culture qui domine aux États-Unis au niveau du cinéma et des bandes dessinées. Tout à fait. Et donc, qui amène aussi à réécrire, un petit peu comme l'avait évoqué Pierre Gripari dans Paille-Trou du Conte, qui amène à réécrire en fait toutes les histoires pour enfants, qui sont souvent tirées des grands mythes fondamentaux, à les réécrire dans un registre politiquement correct. Parce qu'il ne faut pas il faut pas diaboliser le loup, hein, il ne faut pas non plus inférioriser la grand-mère, etc., etc. Donc tout le charme d'une société pleine de couleurs, pleine de nuances, pleine de gouffres aussi, de choses qui font peur, tout ce qui fait l'éducation des enfants, c'est aussi fait de ce genre de choses. Tout ça est lissé, tout ça est ramené à une platitude, c'est la culture de la flatness, hein, comme disent les Américains. Et effectivement, il s'agit de ne heurter personne. Et d'ailleurs, il y a aussi des rapports entre la culture woke et l'antispécisme qui consiste à théoriser l'idée qu'il n'y aurait pas de différence fondamentale, mais simplement des différences de degré entre les animaux et les hommes. Absolument. Ce qui est une idée idiote, ce qui est une idée qui se veut généreuse, mais la question, quand on parle d'une idée, c'est pas de savoir si elle est généreuse, si elle est juste ou si elle est fausse, et qui est une idée, par ailleurs, qui n'a pas de conséquences spécialement positives pour les animaux, puisque le fait que les animaux appartiennent à une autre espèce que l'homme ne veut aucunement dire que l'homme n'a pas de devoir vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que nous sommes d'une espèce totalement différente et que pour autant, nous n'avons pas la légitimité de faire tout et n'importe quoi avec les autres espèces animales, c'est-à-dire les animaux non humains. Et donc, c'est vraiment une culture qui met tout sur le même plan. Et effectivement, c'est une culture de la platitude, de la flatness, de l'horizontalité. Et en fait, on fait du cancel, c'est-à-dire en éliminant, mais en remplaçant aussi. Comme on a détruit les statues, on les remplace par autre chose. Donc, c'est pas que du bannissement, c'est du bannissement oui. pour remplacer avec. Oui, on pense à la formule de Novalis qui disait quand les dieux se retirent, ils sont remplacés par des spectres. Voilà, et effectivement, quand la féminité se retire, eh ben, on a Alice Coffin. Et en France, on a aussi Madame Chapa, qui est une des Madame Schiappa. de cette culture woke, cancel, comment s'exprime maintenant en France avec l'écriture inclusive, qui est impossible à lire, et j'oserais même dire avec le féminicide, qui est un phénomène très latin, mais qui arrive à de l'égalité. La haine de l'homme arrive à faire en sorte que la femme vaut double. La femme, pardon? Vaut double devant la loi. Oui, vaut double, oui, tout à fait. C'est hallucinant. C'est-à-dire, on accuse les pays musulmans de considérer la femme comme moitié à moitié, et on est en train de faire dans les pays latins la même chose. En Italie, dans l'autre sens, par exemple, si un homme
assassine sa femme, donc tue sa femme, il a la double peine. C'est comme s'il tuait deux hommes, en quelque sorte. Tuer une Absolument. femme, c'est l'équivalent de tuer deux hommes. Exactement. Et puis, tout le monde trouve ça normal. Oui, oui, tout à fait. Mais la notion de féminicide est bien entendu absurde. Un être humain est un être humain. La question du sexe ne doit pas interférer. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que finalement, la pornographie tend maintenant à être le monopole des femmes. Alors, il y a le phénomène Ovidie, hein, qui a évolué vers le néo-féminisme fondamentaliste. Il y a aussi Marlène Schiappa, auteur d'un ouvrage dont j'ai plus en tête exactement le titre, mais bon, qui se réfère à la pornographie, pourquoi pas. Mais simplement, la question, c'est qu'on va vraiment vers une époque où la pornographie ne pourra venir que des femmes, en quelque Oui, sorte. absolument. Parce que venue des hommes, elle sera considérée comme sexiste. Et d'ailleurs, il y a une féministe lesbienne, mais très hostile au fondamentalisme féministe actuel. Le nom de cette femme m'échappe, mais on pourra le retrouver, on le mettra en sous-titre de notre vidéo, qui s'est élevée contre ça en expliquant qu'au fond, dans la pornographie, qui maîtrisait le jeu, eh ben c'est tout simplement, c'est toujours la femme. C'est toujours la femme qui est la maîtresse, si je puis dire, du jeu érotique dans la pornographie. Et donc pour elle, il n'y a aucune infériorisation de la femme dans la pornographie. C'est au contraire, ce sont les hommes qui deviennent des hommes-objets. Et on mettra en sous-titre le nom de cette femme Il y a le fameux film qui a fait l'objet d'un article dans le magazine Éléments. Il y a 2 numéros du reste. Il y a le fameux film Les 50 Nuance de... nuances de gris, où c'est la première Oui. fois qu'une femme domine dans. Et d'où le succès de ce film. Mais c'est pas seulement la pornographie. Je remarque derrière moi, j'ai la photo, l'affiche d'une série de télé américaine, Patriot. Oui. C'est les sorcières de Salem. C'est des Oui. soldats parallèles à l'armée américaine. C'est des patriotes qui combattent contre les ennemis des États-Unis. Et c'est toutes des Oui. femmes. Il n'y a pas un seul homme. L'homme est un objet sexuel dans la série de cette télé. Oui, oui, Soit oui. blanc, noir ou chinois, ou de n'importe quelle couleur, ou même Oui, oui, petit oui. pois. L'homme n'existe pas. Donc, Tout à fait. Mais ce d'ailleurs, dont se fait dans toute une série de films pornographiques actuels, les hommes sont masqués parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des prédateurs sexuels. Et le personnage non masqué, c'est la femme. Parce que finalement, la femme assume. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que finalement, la femme a le droit d'assumer ses fantasmes, et c'est très très bien, mais l'homme n'a pas le droit finalement d'assumer ses fantasmes dans la société actuelle. Donc il y a vraiment une inversion des choses qui est tout à fait curieuse. D'une manière plus générale, le journaliste américain David Brooks a bien expliqué que la culture woke, c'est un communautarisme extrême, complètement hystérique et paranoïaque, qui empêche finalement toute vie sociale, puisqu'il finalement il empêche toute communication réciproque, il empêche toute réciprocité dans la communication. Même Barack Obama a critiqué les excès de la culture woke, et si ce n'est le principe même de la culture woke. Et l'écrivain Douglas Murray a expliqué lui aussi que la culture woke ne faisait qu'attiser des micro-antagonismes qui faisaient que la société devenait vraiment la guerre de tous contre tous. Le problème, c'est que quand on se réfère à Hobbes, la seule solution à une société individualiste, libérale, de la guerre contre tous. La seule solution, c'est le pouvoir absolu. Or, comme par hasard en ce moment, le libéralisme est devenu un absolutisme. Le libéralisme, grâce au prétexte sanitaire, s'est transformé en dictature sanitaire. Donc c'est très intéressant de voir qu'au moment même où on met de l'huile sur le feu de tous les micro-antagonismes sociaux, en gommant les antagonismes principaux, c'est-à-dire celui entre le capital et le travail, à ce moment même se met en place, en France avec Macron et dans d'autres pays, y compris la Hongrie d'Orban, et se met en place une véritable dictature sanitaire, totalitaire, inquisitoriale, qui va plus loin à beaucoup d'égards que les dictatures staliniennes et hitlériennes, et qui est véritablement
le pouvoir absolu dont parlait Hobbes. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'un est la condition de l'autre. La fragmentation totale de la société par la culture woke et par la culture du bannissement, c'est-à-dire la cancel culture, permet la création d'un pouvoir dit libéral, mais en fait qui est une dictature absolue. Bon, donc pour conclure cette émission de ce soir, osons dire, et d'ailleurs on va ouvrir ça au débat de nos auditeurs, qui peuvent commenter bien sûr des sujets traités, osons dire que vu que les États-Unis ont gagné la guerre idéologique politiquement, c'est-à-dire le communisme et les fascismes ont été vaincus par les États-Unis, vu qu'ils ont gagné maintenant la guerre économique, vu que le capitalisme est mondial, et adopté par tous les pays. Voilà, enfin, la guerre économique avec une réserve par rapport à la Chine. Oui, mais ça reste quand même un capitalisme à partie unique. Oui, alors voilà, tout à fait. Enfin, disons, en termes de duel entre les deux puissances, la Chine tend à dépasser, voire à rattraper, mais même à dépasser les États-Unis. Mais c'est vrai qu'elle le fait sur une base, alors là, ce serait tout un débat, sur une base qui inclut au minimum une part de capitalisme. Absolument. Mais qui, en même temps, n'est quand même pas la même chose que le capitalisme purement financier des États-Unis. Sur ça, certainement. Et là, pour le coup, c'est un très vaste sujet qui mériterait une grande émission. Voilà. Mais par contre, on est en train d'assister maintenant, je pense, osons le dire, à la troisième guerre, qui est la guerre des sexes. C'est-à-dire la guerre des États-Unis, du féminisme américain ou yankee, pour détruire tout ce qui est les autres formes de vie sociale ailleurs dans le monde. Et c'est peut-être ce qui explique, en quelque sorte, peut-être, la guerre faite contre l'islam, qui est une des dernières religions qui tient tête à ce niveau-là, qui résiste contre ce féminisme destructeur ou fondamentaliste. Donc, c'est exact, et je pense que cet aspect est effectivement loin d'être négligeable. Effectivement, c'est un aspect tout à fait important. Voilà, on laisse à nos éditeurs pour l'instant. En tout cas, réfléchir là-dessus, sur le fait qu'il s'agit, au-delà de ce fondamentalisme féministe, de détruire aussi toutes les formes traditionnelles de représentation qui font une place forte à la fonction du père et à la fonction du chef de famille. Sans oublier que le chef de famille, c'est aussi un responsable, c'est aussi celui qui va à la guerre. C'est celui qui a plus de, qui avait plus de droits, mais qui avait aussi beaucoup plus de devoirs, ce qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas les femmes que Napoléon envoyait en Russie en 1812, c'était bel et bien les hommes. Donc, il y avait en quelque sorte un rapport entre le plus de devoirs et le plus de droits. Et à la semaine prochaine. À tous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous.